Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au deuxième rendez-vous de l'actu de la 55e promotion. Lionel et moi-même avons été chargés de vous présenter comment la France va faire face à l'épreuve du grand âge. Comme vous le savez, la France connaît une transition démographique importante qui se traduit par l'allongement de l'espérance de vie, mais également par la croissance constante des classes d'âge les plus élevées. Entre 2006 et 2060, la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans va doubler pour atteindre 22% de la population. En passant de 15 millions aujourd'hui à 24 millions en 2060, ce sera la première fois dans l'histoire de France que les personnes âgées seront plus nombreuses que les enfants. Les personnes de plus de 75 ans seront 12 millions en 2060 et les personnes de plus de 80 ans vont quasiment quadrupler. Donc, dans ce contexte, la prévention de la perte d'autonomie constitue un enjeu très important. C'est une révolution qui nous oblige. En effet, la société doit s'adapter pour permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions économiques, sociales ou encore sanitaires de cet espoir porté par l'allongement de l'espérance de vie. Donc, en 2011, les dépenses publiques en termes de dépendance ont été chiffrées à 24 millions d'euros. Ces dépenses devraient augmenter, puisque, selon l'INSEE, il y a aujourd'hui 1,5 million de personnes dépendantes, et d'ici à 2060, ces personnes devront doubler. Dans ce cadre, le bien vieillir a fait l'objet d'un engagement présidentiel dès 2012. Il s'est notamment traduit par des projets pilotes qui visent à optimiser le parcours de soins des personnes en risque de perte d'autonomie, et plus récemment, de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Donc aujourd'hui, avec Lionel, on va essayer de répondre à la question « Comment la France se prépare au défi du grand âge ?» Pour cela, nous avons 3 axes. Lionel va vous présenter la démarche pas RPA. Je vais essayer le plus clairement possible de vous expliquer les enjeux, les objectifs et les mesures concrètes contenues dans la loi ASV. Et enfin, nous verrons que le vieillissement est un chantier bien amorcé, mais qui reste à développer. Je passe la parole à Lionel. Merci. Alors, pour vous présenter de manière globale le dispositif PAERPA, nous avons retenu 4 points. Un premier qui portera en fait sur les objectifs et les enjeux du dispositif. Un deuxième pour vous démontrer un petit peu le caractère expérimental de cette démarche, avant de voir ensemble donc, les 5 actions qui sont déployées dans le cadre du dispositif. Et enfin, on terminera par quelques éléments relatifs au pilotage et à l'évaluation. Alors en fait, pour bien comprendre la démarche en fait, du PAERPA, il faut se replacer 5 ans en arrière, puisqu'en fait, en 2011, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie publiait un rapport dans lequel il démontrait que la coordination en fait, des professionnels de santé était un facteur clé pour l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées. Alors ça ne veut pas dire que les dispositifs à l'époque étaient inexistants, mais seulement que les interventions des différents acteurs manquaient de coordination et de pilotage. Et donc c'est à ce titre que le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a recommandé la mise en place de projets pilotes dans le but d'améliorer la coordination des professionnels de santé et du coup d'améliorer la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées. Donc ça, c'est l'objectif clé du dispositif qui peut être décliné ensuite en 4 sous-objectifs. Le premier, c'est d'anticiper la réalité démographique. Camille le disait en introduction, c'est une population qui est amenée à devenir de plus en plus importante. 9% de la population de plus de 75 ans aujourd'hui. On passerait à 16% d'ici 2060. Mais c'est surtout une population qui se caractérise par une certaine fragilité due à des problèmes d'ordre médical et social. Le deuxième objectif vise à limiter les hospitalisations évitables. Parce qu'en fait, les professionnels de santé ont pu constater que les hospitalisations successives pouvaient avoir des conséquences négatives en fait, sur la perte d'autonomie des personnes âgées. Un troisième sous-objectif, agir sur les points de rupture, dans le sens où une défaillance de notre organisation du système de santé pouvait là encore avoir des répercussions sur la prise en charge et les parcours de soins des personnes âgées. Et enfin, un dernier sous-objectif, s'appuyer sur un réseau de professionnels du territoire. L'idée étant en fait de s'appuyer sur les professionnels de santé existants et non pas de créer de structures supplémentaires. Alors, le fondement juridique finalement de ce dispositif, on le retrouve en 2013 dans son article 48, sachant qu'il s'inscrit également en parallèle dans le cadre de la stratégie nationale de santé, qui avait pour objectif notamment de lutter contre le vieillissement, enfin de relever le défi du vieillissement. Et l'ensemble de ces objectifs sera mis en œuvre conformément au principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il conviendra de fournir les bons soins
aux bonnes personnes, au bon moment, par les bons professionnels. Donc, pour mettre en place ce dispositif, en fait, c'est dans le cadre d'une expérimentation et d'un projet pilote que cela a été retenu. Donc, une expérimentation, parce qu'en fait, ça concerne les personnes âgées, on l'a dit, mais les personnes âgées de plus de 75 ans, qui représentent aujourd'hui 1 personne sur 10. Pour 3 raisons. C'est que ces personnes âgées représentent à la fois un enjeu populationnel, organisationnel et un enjeu financier. Alors, populationnel, puisqu'en fait, 85% des personnes âgées de plus de 75 ans souffrent de pathologies chroniques. Ce sont des personnes qui sont également davantage hospitalisées. Lorsqu'elles le sont pour des durées plus longues. Ensuite, un enjeu organisationnel pour toutes les problématiques liées à la prise en charge et aux inégalités d'accès aux soins. Et enfin, un enjeu financier, puisque, comme on le disait, les dépenses d'assurance maladie liées à la perte d'autonomie sont évaluées entre 9 et 21 milliards. Ce caractère expérimental, en fait, on le retrouve concrètement dans le déploiement du projet, puisqu'en fait, ce sont 9 projets pilotes et donc 9 régions qui ont été retenues pour déployer ce dispositif. Donc, elles l'ont été en 2013, dans le cadre de la stratégie nationale. Bien entendu, les RS qui ont été sélectionnées n'ont pas été par hasard, puisqu'en fait, elles ont été choisies en fonction d'une coopération déjà existante entre les différents professionnels de santé et les différents secteurs. Donc, ces 9 régions pilotes seront chargés de mettre en place un cahier des charges national, qui a été défini au niveau national, mais qui sera adapté aux besoins et aux attentes de la population sur le territoire. Et comme dans tout cas d'une expérimentation, effectivement, il y a un budget de 1,87 million par territoire qui sera attribué. Alors, la démarche PRPA ensuite se décline concrètement en 5 actions. La première concerne le maintien à domicile. Donc, il s'agira de renforcer le maintien à domicile. Il s'agit, là encore, de s'appuyer sur les professionnels de santé en place qui vont agir dans le cadre d'une coordination clinique de proximité. Et donc, l'ensemble de ces professionnels, donc le médecin traitant, l'infirmier, le pharmacien, vont élaborer ensemble un programme personnalisé de santé afin de mieux gérer et d'anticiper la prise en charge de la personne âgée. La deuxième action concerne la coordination. Donc, vous l'avez compris, la coordination, c'est un enjeu clé de ce dispositif. Et elle se concrétise à travers la coordination territoriale d'appui. Donc, qu'est-ce que la coordination territoriale d'appui? En fait, c'est une plateforme d'appui qui est destinée à la fois aux professionnels, aux personnes âgées et aux aidants, et qui remplit 2 objectifs. Assurer la transmission d'informations entre les professionnels et permettre surtout l'orientation des personnes âgées dans leur parcours de santé. Ensuite, on a 2 actions, donc la 3 et la 4, qui concernent plus particulièrement l'hôpital. Donc, il s'agit en fait de sécuriser la sortie d'hôpital en s'appuyant notamment sur la coordination territoriale d'appui dont je parlais, et puis d'éviter des hospitalisations inutiles ou mal adaptées. Et enfin, une dernière action qui concerne une meilleure utilisation des médicaments dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Alors, dernier point de cette première partie relative donc, au pilotage et à l'évaluation. Donc, c'est une en place. Le pilotage territorial étant assuré par l'ARS, mais l'ARS n'intervient pas seule, puisqu'elle s'entoure des principaux acteurs concernés, à savoir les conseils départementaux, les caisses locales d'assurance vieillesse, d'assurance maladie, ainsi que les représentants des professions de santé libéraux. Elle bénéficie également, donc l'ensemble de ces acteurs se retrouvent au sein de comités stratégiques et opérationnels. Et l'ARS bénéficie également de l'appui de l'ANAP, qui est l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé. Et comme tout projet, il fera l'objet d'une évaluation qui sera réalisée par l'adresse avec 2 axes. En fait, c'est suivre la mise en place du dispositif, donc s'assurer effectivement que les professionnels adhèrent au dispositif, s'assurer aussi que les nouveaux services sont déployés. Et le deuxième axe de cette évaluation porte sur l'analyse des résultats en termes médico-économiques, puisqu'en fait, il conviendra d'analyser l'évolution de l'état de santé des personnes et des pratiques cliniques des professionnels. Alors, dans une deuxième partie, je vais essayer de vous exposer les objectifs et les mesures concrètes contenues dans la loi ASV. Donc, l'adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité pour l'ensemble des politiques publiques de la nation. Donc, pour répondre à ça, la loi ASV va reposer sur 3 piliers, 3 axes structurants, qui sont l'anticipation de la perte d'autonomie, l'adaptation de la société et l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Donc, dans une première sous-partie, je vais vous parler du titre 1 de cette loi, qui est, comme vous voyez, l'anticipation.
Donc quel est l'objectif? L'objectif principal est de retarder le plus possible l'apparition de la perte d'autonomie. Donc comment ça va se traduire? Ça va se traduire par des programmes de prévention au plan individuel et collectif, mais également par un meilleur accès aux aides techniques. Qu'est-ce qu'une aide technique? C'est par exemple un dispositif anti-chute ou encore une téléassistance. Donc pour ça, le gouvernement a prévu une enveloppe de 140 millions. Quelles sont les mesures concrètes? La première mesure concrète est l'instauration d'une conférence des financeurs de la perte d'autonomie. Ça part du constat qu'en fait, les besoins des personnes âgées par territoire sont assez mal connus. Et il y a aussi une offre de prévention qui est mal coordonnée et qui est mal connue. Donc ça pêche par manque de lisibilité. Donc, cette conférence sera présidée par le président du conseil départemental, aura pour membres obligatoires des représentants des départements, de l'ARS, de l'ANA, mais aussi des représentants des caisses de retraite de base et d'assurance maladie. Sa mission principale sera l'élaboration d'un programme coordonné de financement d'actions de prévention en complément des prestations légales et réglementaires. Ce programme portera sur la coordination des programmes de prévention préexistants, un meilleur soutien aux aidants ou encore l'amélioration de l'accès aux équipements, donc par exemple en promouvant des modes d'achat assez innovants. Par ailleurs, l'octroi d'aides techniques et donc d'aides financières pour cela sera possible sous condition de ressources. La deuxième mesure est la reconnaissance de l'engagement collectif des caisses de retraite. Cela va se traduire par la signature d'une convention pluriannuelle entre les différentes caisses nationales, donc CCMSA, CNAV ou CNRSI, etc. Et donc, ça va viser à avoir une action sociale coordonnée qui va donner le programme du bien vieillir. Ce programme du bien vieillir repose sur 3 axes. Le premier va être des informations et des conseils pour bien vivre sa retraite. Le deuxième va être le fait de proposer des ateliers de prévention, donc par exemple pour garder sa mobilité ou encore entretenir sa mémoire. Et enfin, le dernier pilier est donc l'action individuelle pour les publics plus précaires. Le deuxième volet de la loi, c'est le volet adaptation. Ici, il s'agit pour les politiques publiques de s'adapter au vieillissement, notamment en termes de transport, en termes d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Donc comment ça va se traduire? La première mesure est l'adaptation de 80 000 logements privés d'ici à 2017 pour une enveloppe de 40 millions. Ensuite, il s'agit de prendre en compte le défi du vieillissement dans l'aménagement du territoire, dans les transports, etc. Donc, par exemple, on va faire représenter les personnes âgées dans les commissions communales d'accessibilité. Un autre axe est le développement du logement intermédiaire. Qu'est-ce que le logement intermédiaire? C'est ce qu'on appelait avant la loi ASV les foyers logements, qu'on appelle maintenant les résidences autonomie. Et en fait, le but de cette loi ASV est de faire en sorte que le logement intermédiaire devienne le pilier en termes de prévention. Donc pour ça, il y a 2 actions. La première est la création d'un forfait autonomie pour une enveloppe de 40 millions. Il s'agit d'une aide financière qui va aider à mettre en place des actions non médicales. Donc pareil, ça va être de la prévention sur comment bien se nourrir. Ensuite, nous avons une aide à l'investissement pour des travaux de modernisation, toujours pour une enveloppe de 40 millions. Et là, dans ce cadre, 175 foyers logements vont être rénovés et modernisés, ce qui correspond à peu près à 8 000 logements. Ensuite, dernier axe de ce volet, il s'agit de renforcer les droits et libertés des personnes âgées. Donc ici, en plus d'avoir plus de garanties au consentement de la personne âgée en arrivée en EHPAD, il s'agit surtout de faire participer les personnes âgées aux politiques publiques qui les concernent. Donc ça va se faire dans une approche intergénérationnelle via le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui va avoir un véritable rôle pivot d'influence, de recommandation et d'expertise dans ce domaine. Enfin, dernier axe, donc, qui correspond au titre 3 de la loi ASV, c'est le volet accompagnement. Donc ici, l'objectif principal, et quasiment le seul, c'est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Donc on part du constat que 90% des personnes âgées préfèrent adapter leur domicile plutôt que de le quitter, qu'il y a 4,3 millions de personnes qui aident chaque jour un de leurs aînés, et que sur ces 4,3 millions de personnes, il y en a 20% qui ont une charge telle qu'il y a des effets néfastes sur leur santé.
Donc la loi ASV va arriver dans ce cadre en prenant deux mesures. La première, c'est la revalorisation de l'APA, de l'allocation de personnalité autonomie, pour une enveloppe de 350 millions. On va d'abord revaloriser les plafonds d'aide pour l'ensemble des bénéficiaires, mais en mettant un accent sur les personnes les plus dépendantes. Ça va se traduire par 1 heure d'aide supplémentaire par jour pour les personnes les plus dépendantes et 1 heure supplémentaire d'aide par semaine pour les personnes les moins dépendantes. Ensuite, on va avoir un soutien aux proches aidants, donc pour une enveloppe de 70 millions. Comment ça va se passer ? L'article 51 de la loi ASV va reconnaître le statut de proche aidant. Ce statut va donner un droit au répit. Ce droit au répit est attaché aux bénéficiaires de l'APA et permet d'obtenir une aide financière de 500 € qui va permettre aux proches aidants de se reposer en finançant l'accueil ou l'hébergement de la personne dépendante qui l'aide. Je vais passer la parole à Lionel qui va vous parler des limites de la loi ASV. Alors effectivement, bien que les dispositifs soient récents, on a pu identifier trois limites. La première concerne effectivement le financement de l'ensemble de ces mesures. La deuxième porte sur la régulation publique des tarifs en établissement. Et la troisième est liée à la multiplicité des acteurs. Alors le financement, effectivement, on le disait tout à l'heure, ça représente 28 milliards d'euros. La perte d'autonomie, présente 28 milliards d'euros aujourd'hui. Ça pourrait atteindre 56 milliards d'euros en 2060. Et le choix qui a été fait en fait, pour financer l'ensemble de ces mesures, c'est le choix d'un financement solidaire qui est basé sur une contribution spécifique, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, la CASA. Donc mise en place depuis la LFSS de 2013 à un taux de 0,3%. Prélevé donc sur les revenus suivants, retraite, pension d'invalidité et allocation de pré-retraite. Sachant que depuis 2015, l'intégralité de son produit est affectée au vieillissement. Alors, le produit a été évalué en 2015 à 710 millions d'euros. C'est beaucoup, mais c'est insuffisant, puisqu'en fait, le besoin est aujourd'hui évalué à 1,5 milliard d'euros si on prend en compte le reste à charge en établissement. Donc c'est un enjeu financier important et ça l'est d'autant plus que pour les Français qui, lors d'un récent sondage, en fait, se sont prononcés en faveur d'une réforme assurant un financement pérenne de la perte d'autonomie. En ce qui concerne la régulation publique des tarifs, donc la priorité a été donnée à l'aide au maintien à domicile, c'est ce que disait Camille. La loi ASV propose néanmoins un renforcement de la transparence des prix pratiqués en établissement. Et donc, à ce titre, deux décrets récents sont venus préciser en fait, le socle minimal des prestations que devaient verser les EHPAD et un deuxième décret venant encadrer l'évolution des prix. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le deuxième volet de la loi, qui devait concerner en fait, les personnes hébergées en établissement, a pour le moment été abandonné et devrait être de nouveau discuté en 2017, alors même qu'aujourd'hui, 700 000 personnes sont accompagnées et hébergées dans ces établissements. Donc, ce qui veut dire que la réforme en fait, ne touche qu'au tarif soins, qui est financé par l'assurance maladie, et ne concerne pas donc, les deux autres tarifs que sont la dépendance et le tarif hébergement. Et donc la loi ne résout pas en fait, le problème de la hausse du reste à charge qui est laissé au résident et à sa famille. Dernière limite qui concerne les acteurs. Alors forcément, au regard du caractère multidimensionnel du vieillissement, on peut comprendre qu'effectivement les acteurs soient nombreux. Donc parmi eux, bien entendu, l'État qui impulse l'ensemble des politiques, mais aussi toutes les institutions qui lui sont étroitement liées. Donc on pense citer quelques-unes, la HAS, l'INPES, le HCSP. À cela, il faut ajouter effectivement toutes les organisations régionales, départementales et locales qui interviennent, donc les RS, on en parlait tout à l'heure dans le cadre du PRPA, qui s'appuie sur les organismes locaux. Quand on parle d'organismes locaux, forcément, on pense aux communes, aux centres communaux d'action sociale et toutes les actions qu'ils mènent dans le cadre de la prévention en luttant contre l'isolement, les actions de lutte également contre la vulnérabilité sociale. Et à cela, il faut ajouter l'ensemble des actions individuelles et collectives qui sont menées par le département. Alors, la multiplicité des acteurs peut effectivement être importante et aboutir à des réalisations dans le domaine de la perte d'autonomie, si ce n'est qu'elle peut aussi engendrer un risque de manque de lisibilité et de cohérence de l'ensemble des actions.
Alors, je vais vous parler d'une autre inquiétude, qui est le niveau de prise en charge de la perte d'autonomie. La loi ASV a fait le choix d'un fondement qui est la solidarité nationale pour financer la perte d'autonomie. Cependant, ça reste une préoccupation majeure des Français et ça relève d'un choix politique. Donc aujourd'hui, les données du problème, c'est qu'on a une augmentation des dépenses d'APA avec une tension sur les finances des départements, et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la revalorisation de l'APA. Par ailleurs, c'est assez difficile de prévoir le coût futur de la perte d'autonomie, puisqu'en effet, il est assez compliqué de savoir combien de personnes dépendantes vivront en 2060. Cependant, selon une étude de l'adresse, qui est assez récente, qui date de 2014, elle chiffre le coût de la perte d'autonomie en 2060 à 51,6 milliards. Et selon elle, il resterait un reste à charge pour les familles qui s'élèverait à 16,5 milliards. Donc, dans ce contexte, la question de comment financer tout ça se pose. Il semble assez difficile d'augmenter les cotisations des actifs. Il y a eu d'autres idées, comme par exemple créer un 5e risque de sécurité sociale en rapprochant les problématiques de dépendance et du handicap. Cependant, comme vous le savez, cette idée a été abandonnée à cause d'un surcoût que ça entraînerait. On a des exemples étrangers, par exemple le Japon. Le Japon a fait le choix de combiner à la fois solidarité nationale et souscription obligatoire à partir de 40 ans à une assurance privée. D'ailleurs, 60,3% des Français semblent favorables à cette idée. En effet, 3/4 des personnes sondées estiment que cotiser 1 € par jour à partir de 40 ans serait une idée assez opportune. Dans ce cadre, en 2013, la Fédération française des sociétés d'assurance a lancé le label Contrat dépendance. Pourtant, fin 2014, seuls 1,6 million de Français y avaient souscrit. Donc, dans le cadre de la loi ASV, le gouvernement envisage, dans les futures lois de finances et de financement de la sécurité sociale, d'encourager ces contrats qui seraient plus protecteurs et qui devront respecter un cahier des charges, notamment sur un minimum garanti de rente viagère ou encore sur les possibilités de transfert. Cependant, plusieurs points d'inquiétude face à ça. Le premier, c'est que le risque dépendance est assez compliqué à assurer, puisque c'est assez difficile d'évaluer la probabilité de survenue de ce risque. Par ailleurs, certaines personnes peuvent avoir l'idée aussi de cotiser à fonds perdu. Et enfin, la généralisation de ce type de contrat pourrait nécessiter une incitation fiscale généreuse qui serait contraire à l'idée du moment, puisque ça reviendrait à faire financer indirectement le risque de la dépendance sur le contribuable. Je laisse la parole à Lionel qui va vous parler de la Silver Economy. Alors c'est un concept effectivement qu'on retrouve dans la loi ASV. Jusqu'à présent, on vous a montré, on espère avoir réussi à vous montrer que le vieillissement représentait un enjeu social et sociétal fort, mais il constitue également donc une source d'innovation, d'opportunités et de croissance pour notre économie. Donc la présente loi, via la valorisation de l'APA et une meilleure solvabilisation des aides techniques, contribuera effectivement à l'émergence d'une demande plus forte de nouveaux produits. Et c'est le concept même en fait de la Silver Economy, c'est-à-dire qu'en fait, qui consiste finalement à positiver sur le grand âge et à se dire que les retombées économiques sont peut-être plus importantes que le coût pour la collectivité. Alors, on pourrait penser que ce concept n'intéresse finalement que les grandes entreprises ou les start-up. En fait, ce n'est pas du tout le cas, puisque le gouvernement avait déjà lancé dès 2013, en fait, officiellement la filière industrielle de la Silver Economy. Et nous avons là encore deux exemples plus récents, puisqu'en février 2014, en fait, c'est un fonds qui a été mis en place par la Caisse des dépôts et des consignations, et qui est dédié donc au financement des services qui souhaitent investir dans la Silver Economy. Et plus récemment, donc l'année dernière, en 2015, donc mars 2015, voilà, c'était ça, donc une convention passée entre le ministère des Affaires sociales et la Caisse des dépôts de consignation qui visait justement à structurer cette filière. Alors, en conclusion, vous l'aurez compris, le vieillissement interroge l'ensemble de la société. Il ne concerne pas seulement les personnes âgées, mais également leurs proches, leur entourage et les entreprises, comme nous venons de le voir. Donc on assiste aussi à un foisonnement d'initiatives qui ont un coût pour la collectivité et pour ses bénéficiaires. Et c'est pour ça que la loi ASV et le projet PERPA se veulent porteurs en fait, d'un projet global pour les années à venir, avec des actions à court terme et à moyen terme. Alors la problématique du financement est d'actualité. Et comme nous vous l'avons dit, il faudra donc attendre 2017 pour voir se mettre en place l'acte 2 finalement de la loi ASV concernant l'hébergement. Mais au-delà de ces problématiques de financement,
il y a des difficultés qui seront plus délicates à dépasser, et elles portent notamment sur le changement de culture et le regard que chacun d'entre nous porte sur le vieillissement. Nous vous remercions pour votre attention et nous tenons prêts à vos éventuelles questions.